Bonjour à tous. Bonjour. Chaque année, parmi mes lectures, il y en a une qui m'intéresse et que j'attends avec impatience, c'est le CEO Conference Board qui sort un ouvrage qui précise quelles sont les attentes ou quels sont les enjeux ou les préoccupations des CEO pour l'année en cours. Dans ma lecture de cette année, le podium des préoccupations de ces CEO m'a un peu interpellé et je me dis que c'était l'opportunité à saisir. Alors quel était ce podium? La première des préoccupations, c'est l'excellence opérationnelle. La deuxième préoccupation, c'est l'innovation. La troisième préoccupation, c'est le capital humain. L'excellence opérationnelle a toujours été sur le podium depuis des années. L'innovation, par contre, vous allez me dire, c'est normal qu'on retrouve l'innovation à cette place. En fait, ça n'a jamais été sur le podium des préoccupations des CEO. Et enfin, le capital humain, ou la préservation du capital humain, a fait une entrée fracassante cette année. Et ça, c'était une vraie surprise. Avec Hervé, ça fait quelques années qu'on travaille autour de ce que pourrait être une entreprise agile. Et on a toujours eu la volonté d'essayer de promouvoir cette entreprise au niveau dans nos organisations. Et c'est vraiment cette opportunité qu'on a saisie. On a vraiment essayé de surfer sur cette vague, au sens où on pense que l'agilité peut apporter aujourd'hui une réponse à ces préoccupations. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'en plus, on considère que les managers IT sont peut-être le meilleur vecteur pour aider les CEO à déployer cette agilité et à adresser ces différentes préoccupations. Alors pourquoi les managers IT? Parce qu'en vérité, nous vivons une époque formidable. On est en train de vivre une révolution technologique, une effervescence technologique telle qu'on pense qu'on n'en a jamais vu. Je pense qu'il faudrait être aveugle aujourd'hui pour ne pas prendre que l'informatique transforme profondément nos sociétés. Aujourd'hui, vous avez 2,5 milliards d'humains connectés. Il y a plus d'humains connectés que d'humains qui ont accès à l'eau potable. En 10 minutes, on génère autant de données en 2014 que depuis les débuts de l'humanité jusqu'à 2003. Et ne le niez pas, on regarde à peu près 150 fois par jour nos smartphones. Bref, la vague digitale, elle est là, ici, maintenant, et je vais l'illustrer avec deux exemples. Le premier, c'est Kodak. Je ne sais pas combien ça coûte une publicité comme ça sur Times Square, mais ça ne doit pas être gratuit et je ne suis pas sûr qu'on revoie Kodak demain. Pourquoi? Kodak, c'est une entreprise, c'est une vraie success story. En 1960, c'était à peu près 1 000 salariés. C'était une entreprise particulièrement innovante. Pourtant, aujourd'hui, si on lit la presse sur Kodak, les éléments qu'on va retrouver, c'est que Kodak est protégé par le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Pourtant, Kodak, c'est une entreprise très innovante. Pourtant, Kodak, ça a été le roi de la pellicule. Pourtant, Kodak, ça a été les premiers, quelque part, à faire leur changement digital, au sens où c'est eux qui ont inventé l'appareil photo numérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ils ont réussi, sur la première décennie des années 2000, à faire leur transformation en se transformant d'une entreprise qui était un peu de l'industrie chimie finalement, vers une entreprise digitale, vers une entreprise qui porte l'image. Mon deuxième exemple, c'est Lego. Ce qui me touche un peu plus personnellement, c'est des figurines qui m'ont accompagné dans mon enfance. Et pourtant, en 2003, un petit peu au même moment que Kodak. Et pourtant, ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont commencé à utiliser des systèmes de franchise, donc avec Batman ou d'autres, avec Star Wars ou d'autres choses comme ça. Ils ont commencé à s'intéresser aux jeux vidéo, alors qu'on pensait naturellement que le jeu vidéo serait leur pire ennemi. Ils ont commencé à profiter des innovations. Aujourd'hui, vous pouvez imprimer vos pièces manquantes sur une imprimante 3D. Et, franchement, il y a 10 ans, qui pouvait penser que ce type d'humanoïde assez caractéristique serait dans nos salles de cinéma? Pas moi. Bref, ces deux exemples montrent bien que ces entreprises aujourd'hui doivent s'adapter, et celles qui arrivent à s'adapter
font preuve d'agilité. Notre conviction aujourd'hui, c'est que ce mouvement qu'on pourrait appeler agilité, qui va qui comprend notamment les méthodes agiles, quand on parle d'IT, hein, mais pas que ça. On va retrouver aussi d'autres éléments comme de nouveaux paradigmes d'organisation, de nouveaux paradigmes culturels. Et donc il y a tout ça dans cette agilité, et on pense que cette agilité peut répondre aux différentes préoccupations des CEO, telles que le présente le Conference Board. Et c'est notre challenge d'aujourd'hui. Notre challenge d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que cette agilité est en capacité à répondre à ces 3 challenges que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire l'excellence opérationnelle, l'innovation et le capital humain. Rentrons dans le cœur du sujet avec l'innovation. L'innovation, c'est pas simple. C'est Luc de Brabander, en 2009, à l'USI, qui déjà évoquait le sujet. Il prenait l'exemple de Bic. Donc Bic, qui a été aussi une success story, donc avec un stylo minimaliste. Et donc l'évolution qu'ils ont pu faire, c'est un stylo 4 couleurs. Donc après, pourquoi pas un stylo 6 couleurs, 8 couleurs, enfin on peut continuer. C'est pas dans l'augmentation des couleurs qu'on va retrouver l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui demande du courage. Et ce courage, je pense, c'est bien résumé par Clayton Christensen, c'est qu'à mesure que les innovateurs et leur entreprise réussissent, ils ont davantage à perdre. Pas question que de nouveaux rêves mettent en danger ce qu'ils ont mis des années à bâtir. Donc il faut du courage pour innover, et c'est pas sûr que nos organisations soient le meilleur endroit pour réaliser ces innovations. Nos organisations aujourd'hui sont plus des freins, ne sont pas vraiment des facilitateurs. Alors intéressons-nous un petit peu à ces freins. Le premier, qui est sans doute un petit peu le mal de nos organisations du XXIe siècle, c'est le fait qu'on soit toujours le nez dans le guidon. Qu'on soit toujours le nez dans le guidon par rapport à l'opérationnel, à traiter finalement le quotidien. C'est très difficile de se dire, de prendre de la hauteur. C'est très difficile de se dire, après la pause café, on innove. Ça ne se passe pas comme ça. Et la problématique associée, c'est que même si on a du temps pour innover, parce que finalement, on pourrait se dire que l'innovation, c'est juste une question d'investissement, même si on a le temps pour innover, eh bien, dans l'innovation, il y a l'échec potentiel. Quand on innove, on ne réussit pas tout le temps. Et nos organisations ont tendance à ne pas trop aimer l'échec. Ce n'est pas quelque chose qu'on célèbre tous les jours dans nos organisations, c'est même un gros problème. J'en veux pour preuve, j'étais récemment dans une grande banque pour faire un diagnostic. Très rapidement, on se rend compte que la moitié de l'infrastructure ne sert à rien. Je suis très content d'aller voir mon commanditaire pour lui expliquer qu'on va pouvoir faire des économies. Je lui explique, il est très content de notre travail, il est satisfait, et pourtant il ne se passe rien. Parce que cette personne-là, elle ne se voyait pas aller voir sa hiérarchie en expliquant que la moitié de l'infrastructure, elle ne servait à rien, et que les centaines de milliers d'euros qu'il avait investis ne servaient à rien. La peur de l'échec, ça peut être la gangrène de nos entreprises. Si on commence à mettre dehors l'ensemble des personnes qui portent des projets ou des produits qui sont en échec, très rapidement, on va potentiellement se séparer de moins bons candidats, mais il y a de grandes chances que vous, en fait, par ce biais, vous sortiez vos meilleurs candidats, ceux qui sont en capacité à prendre du risque, de vos organisations. On ne peut pas innover avec la peur de l'échec et on ne peut pas innover s'il n'y a pas d'apprentissage. L'innovation est un contexte particulièrement compliqué, avec de gros enjeux, et on ne peut pas se permettre de se couper de l'apprentissage. On doit être dans un contexte où on peut apprendre rapidement, sinon on va dans le mur. Si on reprend l'exemple de Lego, Lego en 2003 donc allait mal. Donc ils font un diagnostic et ils se rendent compte que il faut changer 2-3 choses sur leur process d'innovation. Mais ils se sont notamment rendus compte qu'ils récupéraient le feedback du client, c'est-à-dire les gens ils disaient ce qu'ils pensaient des nouveaux produits, ils proposaient de nouvelles choses. Par contre, ils ne faisaient rien de ce canal de feedback, de cette capacité à apprendre. Et c'est véritablement en changeant ce paradigme, en recommençant à apprendre, qu'ils ont réussi, au final, à redresser la barre.
Merci. On va passer maintenant quelques instants justement à voir comment certaines entreprises ont apparemment trouvé des réponses aux problèmes que vient de mentionner Joseph. Premier point. Comment réussir à innover, à reprendre le goût d'innover sans pour autant avoir cette peur effroyable de l'échec qui mine les organisations? Mais en fait, tout simplement en essayant d'innover avec peu de moyens. L'idée est relativement simple et beaucoup d'entreprises qui apparemment ont surfé cette vague du digital avec succès, ou avec plus ou moins de succès, ont réussi à briser cette frayeur de l'échec en disant mais si finalement on s'autorisait à innover en plein d'endroits, mais avec peu de moyens. Et si seulement on est en succès, si on a réussi à démontrer qu'éventuellement cette idée il y avait une certaine appétence pour cette idée, alors on irait un petit peu plus loin. Alors pour les entreprises les plus connues, je prendrai cet exemple qui est peut-être un peu caricatural, mais vous connaissez tous Google, vous connaissez tous Gmail. Gmail n'a jamais été inventé par quelqu'un qui a dit j'ai une idée, on va le faire, on va investir un lourd volume d'argent et on va faire un produit incroyable. En fait, Gmail a été fait parce qu'on a octroyé une fois par semaine à des collaborateurs chez Google la possibilité d'essayer des idées personnelles et d'innover avec pas forcément beaucoup de moyens, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'au bout d'un moment, quelque chose est sorti qui était intéressant, au-delà de toutes les choses qu'ils ont pu louper, c'était un logiciel de gestion de mail. Et ensuite, progressivement, ils ont investi plus lourdement. Ce genre de comportement d'innovation dite frugale a donné lieu à une méthodologie, alors aujourd'hui, enfin à plusieurs pour être honnête, mais celle qui est la plus médiatisée aujourd'hui et que vous pouvez peut-être lire dans les différents magazines, dans la presse du web, c'est Lean Startup. Le Lean Startup, c'est quoi? C'est une méthodologie qui cherche à dire, ben voilà, j'ai une idée, j'ai pas forcément beaucoup de moyens et j'ai surtout beaucoup d'incertitudes autour de cette idée, donc je vais m'empresser de construire quelque chose de frugal, pas quelque chose d'extrêmement lourd. Et puis je vais aller tester. Je vais aller tester sur le terrain, mesurer si oui ou non il y a de l'appétence pour ce produit que j'ai pour ambition de construire. Et surtout, je vais apprendre. Dernier élément de la boucle d'apprentissage. C'est ce que mentionnait Joseph tout à l'heure. Si on veut pouvoir continuer à innover, il faut qu'on apprenne de nos erreurs du passé et s'adapter constamment. Alors vous me direz, oui, mais cette méthodologie-là, finalement, elle ne prévaut que pour les startups. Moi, je ne suis pas dans une startup. Eric Ries, la personne qui a formalisé ce sujet du Lean Startup, a dit la chose suivante. Il dit une startup, en fait, il dit vous êtes tous des startups. Pour lui, une startup, c'est un groupe d'individus constitués pour créer un nouveau service ou produit dans des conditions d'incertitude élevées. Et autour de ce principe, on va s'attacher à valider l'intégralité des hypothèses d'innovation qu'on émet sur cette idée de produit ou de service qu'on veut faire. En fait, les méthodologies agiles nous amènent un certain nombre d'éléments pour mieux construire des produits logiciels, mais il y a un sujet sur lequel on peut s'attaquer et qui est celui qui nous fait tous peur lorsqu'il s'agit d'investir dans l'innovation, c'est est-ce qu'on va se planter ou pas? Combien ça va nous coûter de faire ces fonctionnalités? Seront-elles utilisées ou pas un jour? Je vous rappelle cette statistique qui malheureusement est toujours vraie, 60% des fonctionnalités dans un logiciel sont rarement, voire jamais utilisées. A priori, on a des leviers de croissance sur ce genre de 60%. Et l'idée d'une startup est bel et bien celle-ci. Et si on essayait de tester de manière très rapide auprès d'un terrain peut-être réduit dans un premier temps, que cette fonctionnalité ou ce produit vaut le coup d'être développé. Je vais prendre un exemple. Alors souvent on prend l'exemple de Dropbox quand on parle d'une startup, mais je vais en prendre un beaucoup plus franco-français, celui de Soon. Donc peut-être ça ne vous aura pas échappé, peut-être il y a des gens qui travaillent dans le monde de l'assurance et de la banque qui connaissent ce projet. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont lancé leur produit, ils sont surtout interdits d'investir des millions et des millions tout de suite pour construire le produit. Non, ils ont dit OK, on a un concept, on a une cible, on veut faire une banque en ligne qui soit essentiellement mobile. Comment on va faire, si oui ou non, pour valider que ce concept fait bien du sens et qu'il y aura un marché? En fait, ils ont produit une vidéo, produit un site web et proposé à qui voulait regarder la vidéo, s'il était intéressé à la fin, de s'inscrire à un programme de bêta. Et l'hypothèse qu'ils cherchaient à lever très rapidement était de savoir si oui ou non il y avait une masse critique de personnes suffisamment intéressées pour continuer ce travail-là. Et au regard du volume de personnes d'inscrits, alors ils pourraient prendre une décision. Donc vous l'aurez compris, dans cette démarche d'innovation, il y a un élément supplémentaire qui vient prendre place, qui est celui de la mesure. En fait, un point qui est primordial, c'est que la majorité des acteurs qui tendent à utiliser ce genre de méthodologie-là, en fait, disent qu'ils vérifient qualitativement que le produit est intéressant, mais valident quantitativement si oui ou non il y a bien une appétence ou que ça fonctionne. Donc, c'est tous les acteurs qui tendent à travailler dans ce genre de dynamique sont obsédés par la mesure. Je vais prendre un exemple, alors il est assez connu, mais LinkedIn par exemple prend toutes ses décisions très majoritairement menées par la mesure, et pour vous donner une idée des métriques qu'il collecte par jour, il produit juste plus de 600 gigaoctets de logs par jour. Ça vous donne une idée du volume de data qu'il récupère, quoi. Alors oui, il y a des données qui ne seront jamais utilisées, mais ça leur permet de vérifier comment leur produit est utilisé, quel bouton va être appuyé et si la page sera lue complètement. Alors il nous reste un élément qu'on n'a pas abordé, c'est comment on fait pour innover quand on est débordé par le quotidien.
Fatalement, c'est pas simple parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, on a toujours mieux à faire. Et en fait, il y a un deuxième problème qu'on n'a pas forcément mentionné immédiatement, c'est que parfois, le quotidien nous déborde, mais aussi les standards de notre quotidien. C'est-à-dire parfois, on est obligé de rester dans les standards imposés par notre entreprise, nos équipes, notre IT, et innover dans ce contexte-là devient parfois très très difficile. Alors, on voit plusieurs approches naître, mais souvent, on essaie de dédier des équipes dans lesquelles on leur donne quelques passe-droits pour avoir la possibilité d'innover. Mais parfois, on va plus loin que ça. Quand on pense que en fait, la structure même classique de l'entreprise ne permet pas d'innover de manière suffisante, ne permet pas d'innover suffisamment en rupture, alors on va créer des structures ad hoc, externalisées sur la base même du code génétique de l'entreprise. Je prendrai un exemple encore franco-français. Voyage SNCF, voilà, pour pouvoir aller aborder le virage du digital, la SNCF n'a pas innové à l'intérieur de la SNCF. Elle a proposé de créer un autre véhicule, qui est celui du voyage SNCF, pour pouvoir recruter et définir ses propres standards pour aborder le monde de l'IT et le monde du web. Alors j'en ai terminé sur le sujet de l'innovation. Je vous propose maintenant de passer au deuxième challenge que mentionnait Joseph, celui de l'excellence opérationnelle. Alors, ce n'est pas une mince affaire, et puis en cherchant un petit peu des définitions autour de comment on pourrait définir l'excellence opérationnelle, finalement, on est tombé sur une définition qui a plusieurs années d'existence, mais qui est tellement si vraie qu'on se permet de la relire ensemble. Tom Peters disait « Les opérations doivent devenir sinon le premier outil de marketing dans l'arsenal de l'entreprise de par leur qualité, la maintenabilité des produits, la réactivité et la longueur du cycle de l'innovation. » Alors, si ça, ce n'est pas à peu près le portrait robot des méthodologies agiles, je m'y trompe franchement beaucoup. Mais je vous propose de passer un instant sur un des sujets mentionnés, la qualité. Deuxième point nouveau qu'on est vraiment en train de vivre aujourd'hui avec cette vague du digital, c'est que, ça ne vous aura pas échappé, en fait, dès lors où on commence à produire des logiciels qui, pour le grand public, vous êtes sous les feux de la rampe, et constamment. Par le passé, on pouvait éventuellement accepter de temps en temps de négocier sur la qualité. Ça pouvait être une marge de manœuvre acceptable quand on était en rupture de budget ou qu'on était arrivé au pied de la date. Et du coup, on se disait, bon, allez, on négociera un petit peu sur la qualité. Pendant Roland-Garros, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur l'App Store s'il y a des applications, puis je vais aller voir ce qui se dit. Ça, c'est la première page que j'ai vue quand je suis allé sur le magasin d'applications mobiles d'Apple pendant Roland-Garros pour voir quels étaient les commentaires. Je n'ai pas fouillé 5-6 pages, non, c'est la première qui se présentait. Alors, édifiant, si lisons les commentaires, inutilisable, la bug dès le début, nul, heureusement il y a Eurosport. Je vous laisse imaginer l'effet que ça peut faire sur un utilisateur qui se dit tiens, je vais télécharger Roland-Garros comme application, ça a l'air pas mal. Si après ce genre d'événement-là, vous dites encore la qualité est un sujet de négociation, je pense il faut se poser des questions lourdes, vous êtes trop sur les feux de la rampe pour le faire. Deuxième sujet, le temps. Le time to market, c'est probablement la plus grosse douleur qu'on peut avoir, le plus gros challenge à relever quand on parle d'excellence opérationnelle. Je prends des exemples de personnes qui ont loupé un peu leur train. Toujours un petit peu en m'inspirant de cette session de Luc de Brabander. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à la regarder, qui parlait d'innovation, qui disait « Mais disons, c'est rudement drôle. » en fait, c'est pas drôle du tout, mais pourquoi c'est pas Visa qui a inventé PayPal ? Et quand on discute avec Visa, apparemment, ils avaient des projets du type PayPal dans leur carton, en fait. C'est sûr, ils l'avaient. Mais si on creuse encore un peu plus loin, pourquoi c'est pas Sony qui a inventé l'iPod, quoi ? C'était juste les premiers à avoir inventé le Walkman. Pourquoi ils l'ont pas fait ? Ils avaient des choses dans leur carton. Pourquoi c'est pas Nokia qui a fait l'iPhone ? Nokia, on a tous eu un Nokia dans les poches. S'il y avait un seul acteur qu'on aurait pu dire avoir des prédispositions à créer un produit tel que l'iPhone, ça aurait pu être Nokia. Non. Alors généralement, il y a plein de raisons diverses et variées. Moi, je ne connais pas les vraies raisons pour lesquelles Nokia, Sony ou Visa ont loupé ces virages-là. Mais souvent, c'est qu'on a des éléments dans notre organisation, une fois qu'on a été en succès, comme le disait la citation de Christensen, c'est que notre organisation prend plus de risques à échouer en créant quelque chose de nouveau, mais surtout elle a beaucoup de mal à collaborer, énormément, notamment à cause de ces silos. Elle a créé des silos généralement pour développer une expertise forte, dans la capacité à mettre en production, à avoir un bon niveau de service, dans la capacité à bien maîtriser les langages de développement, produire du logiciel, etc. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de chacun de ces silos, quand il s'agit de communiquer de manière très transverse, ça devient impossible. Les enjeux ne sont pas les mêmes dans les silos, et on a du mal finalement à se réunir autour de la table pour travailler ensemble, collaborer et créer quelque chose de nouveau. Si on pousse un petit peu plus loin, là il y a un premier élément difficile dans nos organisations pour la communication, mais il y en a un deuxième qui est très violent, qui est celui de l'inertie, des forces d'inertie qui opèrent. En fait, on est devenu suffisamment gros, on a une masse critique de personnes pour réaliser des choses, mais malheureusement, quand on a pris une décision, le temps d'exécution, lui, est très très long. C'est-à-dire, quand quelqu'un a dit « j'ai une idée », on va collaborer, on va se mettre d'accord pour le faire, et on va le faire, le moment où on dit on va le faire, on voit les premiers éléments de logiciel qui fonctionnent, et généralement il est très 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 long parce qu'on perd beaucoup d'énergie dans les interactions entre les silos.
Merci Hervé pour cette liste de courses. Donc il va falloir nous mettre au travail. Et je propose un petit retour aux sources en fait. Le petit retour aux sources, c'est que si on doit, quand on parle d'agilité, le totem de l'agilité, surtout quand on parle d'IT, ce sont les méthodes agiles. C'est Scrum, c'est Kanban, c'est XP, c'est tout ce que vous voulez. Ces méthodes ont de leur ADN un ensemble de caractéristiques qui permettent d'adresser les problématiques qu'on a quand on est sur l'excellence opérationnelle. Ces qualités, c'est notamment justement la qualité par tous les pratiques de qualité logicielle qu'induisent ce type de méthode. C'est aussi tout le volet qui tourne autour du processus, le fait d'avoir un processus projet. Ça va aussi être le fait de mitiger les risques, c'est-à-dire on est sur des cycles itératifs, on va livrer un logiciel de façon régulière, donc quelque part on va améliorer le time to market, et bien d'autres. Et d'ailleurs, si on regarde plus un affichage de suivi de tâches, ces méthodes ont permis de mettre en flux, comme je disais, un processus projet. Et pourquoi pas aller plus loin, c'est-à-dire pourquoi pas reprendre de tels principes pour faire autre chose, et notamment pourquoi pas utiliser ce type de principe pour piloter les investissements. Et c'est ce que font aujourd'hui des frameworks agiles qui s'appuient sur justement ces principes qui sont à un niveau projet pour les promulguer sur la gestion de portefeuille, en reprenant des aspects comme ce qu'on appelle le WIP, c'est-à-dire le nombre d'encours qu'on va accepter en parallèle, en se donnant la capacité de mettre à la poubelle des projets si on pense qu'ils ne font pas sens, et puis avec des modes de cadrage un petit peu accélérés, dits agiles. Si vous voulez plus d'éléments là-dessus, il y a une très bonne session de M. Buzacaro par la suite dans cette USI. Donc, ce qui est beau en plus avec ces nouveaux frameworks agiles, c'est qu'en plus, ils vont se plugger assez naturellement à votre gouvernance actuelle en ce qui concerne le pilotage des investissements. Finalement, la seule chose que va demander ce type de framework, c'est d'aller un peu plus vite, au sens que vos instances de décision ne soient pas des choses qui soient faites annuellement, mais que les instances de décision soient plus régulières. Donc intéressons-nous maintenant à la partie organisation silotée, et on va repartir d'un exemple qui est très intéressant, qui est la société Lockheed. Alors qu'est-ce qu'elle fait Lockheed? Lockheed elle fabrique des armes, notamment des avions de chasse, des missiles. Et elle a eu pas mal de succès. Récemment, donc, il y a eu le Blackbird qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à sortir de nouveaux produits, qu'ils n'arrivaient plus à innover. Et ils ont fait le diagnostic que c'était leur organisation, que c'était leur processus qui les freinait dans ces nouveaux produits, dans cette innovation. Donc ils se sont dit, on va créer une équipe dédiée pour adresser ces problématiques. Donc ils ont créé ce qu'ils ont appelé les Skunk Teams, qui ont comme caractéristique, 1, d'être colocalisés, 2, de rassembler on va dire des profils très pluridisciplinaires, très cross-fonctionnels. Donc quelque part, ils ont sorti des gens des différents silos pour les mettre à un endroit. Et ils leur ont donné le mandat, un mandat d'autonomie pour être en capacité à remettre en question les process existants et remettre en question les contraintes existantes. Et c'est quelque chose qui a très bien marché. Ils ont sorti énormément de nouveaux avions, notamment, et ça a été vraiment un succès. Ce qui fait que ce genre d'organisation a été repris par plein d'entreprises depuis que ça a été mis en place. Et il y a des entreprises qui ont commencé à le diffuser à large échelle. C'est notamment ce qu'a fait Spotify. Donc Spotify, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous regardez un petit peu ce qu'on a en vertical, on va avoir quelque part une organisation qui est que basée sur ces Skunk Teams, sur ces équipes colocalisées, sur ces équipes pluridisciplinaires. Et ils ont bâti toute l'organisation sur ce modèle-là. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il faut bien... il y a des remarques qui sont importantes. La première chose, c'est que ça ne s'est pas fait en un jour. C'est-à-dire que là, on est un petit peu sur la situation actuelle d'organisation de Spotify. Et vous avez, notamment à cette session, à cette USI, Joachim de Spotify qui viendra vous montrer où on en est maintenant. C'est-à-dire qu'il continue d'avancer dans une démarche d'amélioration continue. C'est vraiment une organisation qui se construit pas à pas.
Et dans les choses, notamment que l'amélioration continue, enfin, les problèmes qu'ils ont soulevés, c'est le problème de transversalité, bien entendu. Et ce problème de transversalité, eux, ils l'ont adressé ici avec ce qu'ils ont appelé des chapitres, des guildes, parce qu'ils avaient besoin quand même de partager, d'avoir de la transversalité, d'avoir un ensemble de standards. Et ils l'ont fait par ce biais. Donc quelque part, on se rapproche d'une organisation de dimensions, quelque part un peu matricielle, ce qui me permet de faire le lien avec ce que propose John Kotter. John Kotter, c'est un des gourous aujourd'hui du change management. Il a écrit un livre qui s'appelle XLR8, où il propose des organisations bicéphales, où pour lui, il y a 2 operating systems qui opèrent au même moment. Donc ces 2 organisations bicéphales, cette organisation bicéphale, c'est quoi? C'est d'un côté, on a besoin, sur la gauche, de nos organisations classiques, hiérarchiques, qui sont peut-être, à partir d'une certaine taille, la meilleure façon d'exécuter. On a besoin de ces organisations. Par contre, ils pensent qu'elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'elle a trop de problèmes à adresser et qu'il faut être en capacité à en sortir. Et ce qu'ils proposent en faisant le parallèle avec une autre organisation qui coexiste au même moment, où, pour des problématiques d'innover, on est plutôt sur des structures qui vont se monter ad hoc, un petit peu sous des exemples de réseau social, où cette fois, on va sortir de la notion de silo parce qu'on va se réunir. Et c'est vraiment en s'appuyant sur ces 2 organisations qu'on va être en capacité à sortir un petit peu de règles et pouvoir innover. Un autre exemple d'organisation bicéphale, c'est quelque chose que je rencontre de plus en plus chez certains clients qui ont structuré leur DSI en 2. Vous avez un CIO en charge du core business, qui est plutôt drivé par des problématiques de coûts, donc qui doit réduire les coûts. Et vous en avez un deuxième CIO qui, pour le coup, a le bon rôle. Et lui, il est plutôt sur la R&D, l'innovation, pas forcément avec les mêmes process que la personne qui s'occupe du core business, qui est plus sur l'innovation, qui a peut-être plus de marge, et qui n'est pas forcément drivé que par les coûts. Et ce type d'organisation, c'est quelque chose que j'ai vu chez Salomon, que j'ai vu chez Firmenich, et qui tend à se développer dans les entreprises que je peux côtoyer. Voilà pour l'organisation silotée. Passons au dernier point, la lenteur d'exécution. Notre proposition sur la lenteur d'exécution, c'est de redonner de l'autonomie. Et l'autonomie ne va pas sans la responsabilité. Vous avez besoin, c'est vraiment 2 faces d'une même pièce. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si vous donnez de l'autonomie mais pas de responsabilité, vous créez le chaos. Si vous donnez de la responsabilité sans de l'autonomie, vous créez la frustration. Et c'est vraiment en donnant les 2 que vous redonnez un petit peu les clés à vos équipes, que vous leur repermettez d'agir et voire agir plus vite. Donc voilà pour l'excellence opérationnelle. Comme dirait Dora, we did it. On arrive la 3e préoccupation de nos CEO, à savoir le capital humain. Et quand on parle de capital humain, on parle de préserver ce capital humain. Pour préserver le capital humain, la chose la plus naturelle est bien sûr de retenir ses meilleurs collaborateurs. Et si on n'arrive pas à les retenir, la deuxième chose, c'est d'attirer de nouveaux talents. Et malheureusement, les journées portes ouvertes, ça ne marche plus. C'est difficile aujourd'hui de faire venir des gens. Les CV sur les meilleurs collaborateurs, ce n'est pas vraiment les choses qui sont en train de s'empiler sur le bureau des RH. Aujourd'hui, par beaucoup d'aspects générationnels, les gens n'ont plus les aspirations d'antan. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas promettre un job à vie aujourd'hui aux nouvelles générations. Donc il y a vraiment nécessité de se remettre en question. Et si ne pas arriver à embaucher est un problème, ne pas réussir à garder ses meilleurs talents est peut-être beaucoup plus grave. Récemment, dans la presse, il y a une fuite sur un audit qui a été fait au New York Times sur leur digitalisation. Donc c'est un audit très bien fait où justement il y a un ensemble de verbatim d'ex-employés qui donnent leur avis sur pourquoi le New York Times a des difficultés à innover, à rentrer dans cette digitalisation. Et le verbatim qui est là montre bien que nos organisations, quelque part, ne sont pas des facilitateurs, enfin, ce n'est pas forcément la meilleure façon de retenir nos meilleurs collaborateurs. Quand ça prend 20 mois pour construire quelque chose, vos compétences sont plus orientées sur l'innovation, mais sur votre capacité à naviguer dans la bureaucratie. Bref, je ne sais pas si rester globalement est quelque chose qui devient trop risqué.
On va passer le reste du temps de cette session à essayer de voir qu'est-ce qu'a priori ont fait les entreprises qui sont sorties, parce qu'effectivement, c'est un nouveau challenge relativement important que d'attirer de nouveaux talents, des talents avec des compétences d'ailleurs qu'on n'a pas toujours à l'intérieur de l'entreprise, donc il faut être un petit peu, trouver des façons diverses et variées d'attirer ces nouveaux talents à l'intérieur de l'entreprise. Alors le premier slide, c'est un lieu commun certes, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler. C'est important de bien payer les profils IT et digital qui vont venir rejoindre votre équipe. En fait, notamment en France, on a un petit peu quand même ce défaut-là de penser que finalement un développeur, c'est quelqu'un qui sort de l'école et donc on n'a pas forcément besoin de payer très cher, qu'un développeur senior, c'est peut-être quelqu'un qui a raté sa carrière de chef de projet. Je pense que c'est important d'accepter le fait qu'aujourd'hui, que si on veut réussir le virage de la digitalisation, il faut accepter que la seniorité dans le monde de l'IT est une nécessité et qu'il faut le payer à sa juste valeur. D'autant plus que je ferai référence à une session qu'avait fait Vincent L'extrait d'Amadeus en 2009, qui disait la chose suivante, il disait « Le rapport de productivité entre les meilleurs développeurs et les moyens n'est pas de 1 à 10, mais de 1 à 1000, disait-il, voire l'infini ». Quand bien même on s'arrêterait de 1 à 1000, je pense que ça laisse réfléchir suffisamment sur l'importance de recruter des bonnes personnes et de les payer à leur juste valeur pour qu'ils évitent d'aller chercher beaucoup d'argent dans des entreprises de la Silicon Valley. Bon, passé cet acte-là, en fait, on essaie de comprendre maintenant ce qui motive les gens à venir et à rester. Attirés par le salaire, c'est une chose, mais généralement, c'est pas du tout suffisant. On va prendre quelques instants pour discuter de ce monsieur. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Dan Pink. Dan Pink a écrit pas mal de bouquins, dont je vous recommande assez chaudement la lecture, dont un récemment qui s'appelle Drive. Et qu'est-ce qu'il a essayé d'écrire, de modéliser? En fait, il essaie de parler de la motivation. Il essaie de comprendre ce qui fait que ces nouvelles générations, globalement de collaborateurs, qu'est-ce qui les motive pour travailler et pour avoir de bonnes performances dans l'entreprise. Alors, il a regardé, il a échangé avec des sociologues, des anthropologistes, bref, et ils ont fait des études. La première étude qu'ils ont faite, c'était sur les incentives, c'est-à-dire comment motiver par l'incentive. Il s'est rendu compte qu'effectivement, quand pour des tâches simples et évidentes, un système de motivation, donc de bonus, fonctionnait assez bien. Il faut faire ça, si je te donne ça, tu auras encore plus, etc. Donc on va atteindre ces objectifs et c'est assez proportionnel dans les résultats attendus. En revanche, quand ils ont continué ces expériences-là, ils se sont rendus compte d'autre chose. Ils se sont rendus compte que dès que les tâches font appel à des compétences cognitives, eh bien ça ne marche plus. Dès lors où il faut réfléchir, ça fait appel à une compétence un petit peu plus intellectuelle que juste abattre un gros volume de boulot, le système de bonus ne fonctionne plus, voire pire, il dégrade les performances. Donc on fait moins bien notre boulot quand on ajoute des bonus. Je ne suis pas sûr que vous me croyez tous dans la salle, et pourtant, c'est ce qui a été constaté, et moult interviews et expériences ont été faites à ce sujet-là. Et en fait, ce que dit Dan Pink, c'est que finalement, il a constaté que les collaborateurs restaient dans une entreprise et s'y épanouissaient et amélioraient leurs performances quand on travaillait sur 3 critères. Le premier critère, c'est celui de l'autonomie. Joseph le mentionnait tout à l'heure, on parlait d'autonomisation des équipes, mais plutôt dans l'objectif de donner une capacité à exécuter plus rapidement. On travaillait plutôt sur l'excellence opérationnelle. Mais l'autonomie a une autre vertu. En fait, l'autonomie permet aux gens d'avoir le sentiment qu'ils sont en prise avec l'objectif qu'ils cherchent à réaliser et qu'ils vont pouvoir prendre des décisions et réellement avoir un impact sur le travail qu'ils font. Et en fait, c'est une source d'épanouissement, mais également aussi de performance. C'est-à-dire, plus on a le sentiment qu'on a la possibilité de prendre des décisions de manière autonome sans avoir à demander la permission constamment, plus on a le sentiment qu'on a de l'impact sur le projet qu'on réalise, meilleures seront les performances et meilleure seront la satisfaction personnelle des collaborateurs. Il a détecté un deuxième point dans son modèle. En fait, l'excellence, le goût de l'excellence. En fait, c'est assez simple. Je crois que personne aime faire du mauvais travail. Personne aime faire du travail de mauvaise qualité. On n'aime pas ne pas finir les choses. Et en fait, il insiste sur ce sujet-là. Les entreprises qui permettent aux collaborateurs de pousser leurs exigences dans la qualité et l'excellence de leur métier, les satisfont. Et du coup, on va arriver à de meilleurs résultats. Si on combine ça à l'exercice de réduire les fonctionnalités qui serviront à personne et qu'on se concentre sur la bonne qualité de ce qu'on fait, on crée de la satisfaction pour l'individu et on crée de la satisfaction pour notre utilisateur à la fin, puisqu'il n'utilisera pas des applications qui seront mal notées parce que crash tout le temps, ne marche pas, complètement lamentable, etc. Donc retrouver le goût de l'excellence, retrouver le goût de faire le bon logiciel proprement, de bonne qualité. Dernier point, le sens.
Le dernier point que soulève Dan Pink, c'est que finalement, les collaborateurs aiment savoir pourquoi ils travaillent. En fait, l'époque du Fordisme où on est à la chaîne en train de faire des choses sans trop savoir pourquoi on est en train d'écrire une ligne de code ou pourquoi on est en train de faire un logiciel et d'écrire une fonctionnalité, celle-ci, elle ne marche pas. En tout cas, les gens ne restent pas là, au long terme dans une entreprise qui ne leur explique pas pourquoi ils travaillent et qui ne leur permet pas d'être investis de sens et d'avoir un impact sur le produit. Je reprendrai la citation de Saint-Exupéry, mais qui dit quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par assembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large. En fait, ce qu'a vraiment constaté Dan Pink, c'est que si on veut avoir des collaborateurs soudés, alignés, performants et satisfaits de leur boulot, il faut finalement leur donner du sens. J'en ai terminé sur la partie capital humain et me permet d'utiliser les dernières minutes qui nous restent pour faire un petit wrap-up. En fait, je pense qu'on vit un moment qui est assez intéressant d'un point de vue méthodologique, on va dire, au sens très large du terme. C'est que chacun avait travaillé dans son coin sur les différents sujets. Tiens, qu'est-ce que pourrait être une organisation relativement optimale? Tiens, quelles sont les bonnes pratiques de réalisation d'un logiciel qui permettraient d'éviter qu'on fasse des fonctionnalités qui servent à personne? Tiens, comment on pourrait réaliser plus proprement et de meilleure qualité notre produit? Et en fait, progressivement, chacune de ces méthodologies, et notamment grâce à cette vague de digitalisation, elles s'interconnectent. Et pour former aujourd'hui un schéma un petit peu plus clair dans ce qu'il nous reste à faire. Notamment, en fait, si on regarde un peu dans le détail, eh ben, en fait, on a un corpus de méthodologies et d'outillages qui nous permettent de produire des logiciels de qualité. Quand on fait référence aux méthodologies agiles, Scrum, XP, Kanban, DevOps, les mouvements d'automatisation sur la partie déploiement, testing. Sur les process et les méthodologies, on commence à avoir vraiment beaucoup de maturité et on s'intéresse, comme le disait Joseph, y compris à la capacité à introduire de l'agilité dans la gestion de nos investissements. Qui aurait dit qu'il y a quelques années qu'on allait faire de la gestion de portefeuille en mode agile? On pensait que c'était quelque chose qui n'était que sous la gouverne de PMI et autres grandes formules magiques pour gérer nos investissements. Non, si on essayait d'introduire l'agilité là-dedans. Mais on introduit de l'agilité dans le métier. Et si on allait sur le terrain? Et si on allait causer avec nos clients? Et si on allait se mettre dans les chaussures du futur utilisateur pour comprendre quelles sont les fonctionnalités qui ne serviront à personne? Et finalement, si on adaptait nos organisations aux collaborateurs qui ont envie de venir travailler dans ces systèmes, d'avoir du sens et de faire du travail bien fait? Alors, généralement, à ce moment-là, les gens nous disent « Ouais, mais alors ce que tu nous racontes, c'est n'importe quoi, je suis sûr que ça n'existe pas. » Alors, puis tu ne peux pas répondre Google, Facebook, tout ça, enfin, ça ne marche pas. En fait, si, c'est plus une chimère, c'est pas juste un truc qu'on voit quand on regarde au loin les grands acteurs du web dans la Silicon Valley, c'est arrivé à d'autres endroits. Alors oui, on retrouve des gens comme Spotify, comme Amazon, comme Google, mais on trouve plein d'autres boîtes. Valve, peut-être vous avez joué à Counter-Strike ou Half-Life, ben ces gens-là, ils ont des systèmes d'organisation qui méritent d'être regardés, complètement autonomisés, la hiérarchie était complètement aplatie, les gens s'auto-organisent et font ce qu'ils veulent. Donc quand vous jouez à des logiciels incroyables, dites-vous que les gens qui les ont faits ont décidé sur quoi ils allaient travailler et comment ils allaient s'organiser. On prend les exemples un peu plus transversaux. Je prendrai l'exemple du groupe Poult. Groupe Poult, c'est français, ce sont des gens qui font des biscuits. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle de libérer leur organisation. Alors il y avait une session à propos de ça juste en parallèle, mais vous pourrez regarder la vidéo. En décidant d'arrêter les formes de management dites classiques et de travailler donc ce qu'on appelle sous forme plutôt de leader servant, c'est-à-dire les managers sont là pour supporter les collaborateurs dans leur prise de décision sur quel produit, comment le faire. Ils l'ont fait aussi dans une entreprise qui s'appelle Chronoflex qui gère des flexibles dans le monde des moteurs. Tout ça pour vous dire que ces entreprises-là, elles ont déjà commencé en fait, à embrasser ce genre d'agilité et pas juste dans leur méthodologie de gestion de projets logiciels. On espère que ça vous aura donné envie d'essayer d'insuffler un petit peu plus fortement ce genre de choses-là et puis d'aller parler à vos dirigeants en vous disant bah, « je crois qu'il y a des trucs qui se passent en ce moment ». Et si vous avez des questions, on est ouvert à ça. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu une licorne? Oui. Ici. Monsieur avec la chemise rayée. Bonjour. Vous parliez au départ de prise de risque, etc. Dans l'innovation. Moi, je me pose la question avec l'image de marque, souvent des entreprises qui n'osent pas justement se pousser vers l'innovation due à leur dégradation d'image de marque, quoi. Bah, ça fait assez écho à la démarche de frugalité, en fait. C'est-à-dire que, oui, effectivement,
En fait, notre conviction, c'est que l'image de marque est beaucoup plus en risque dans un modèle d'innovation classique, c'est-à-dire un modèle où en fait, en Big Bang, où quelqu'un va venir sonner à la porte d'un dirigeant avec un business model, un business case, un business plan, un budget. Il va dire voilà, j'ai un produit, on va faire ça, je te jure, c'est super bien, j'ai fait une étude de marché, viens, on y va. Et puis malheureusement, on lance le produit et là, tout s'écroule. Là, l'image de marque est désastreuse. Quand on travaille dans un contexte dite d'innovation frugale autour des mouvances telles qu'on décrivait du Lean Startup, on va plutôt travailler sur des segments de population réduits. On ne va pas forcément tout de suite faire des démarrages en grande pompe et on va aller sur le terrain valider qu'il y a une certaine appétence, qu'on répond à un problème bien fini. Dans Lean Startup, par exemple, il y a un moment donné qui est dédié à aller valider que le problème qu'on pensait résoudre est un vrai problème. Puis dans un second temps, c'est un problème pour lequel on est prêt à payer. On n'a toujours pas sorti le produit quand on a fait ça. On n'a toujours pas mis en risque l'image de marque de l'entreprise parce qu'on n'a pas encore communiqué en grande pompe sur le sujet. Et pourtant, on a levé un certain nombre d'incertitudes en travaillant de manière très itérative et sur le terrain. Mais je pensais justement à est-ce que la solution justement c'est de ne pas véhiculer le nom de l'entreprise dans une, comme on disait tout à l'heure, une start-up pour tester un produit, etc. Ouais. Vous aviez donné par exemple le cas de SNCF Voyage où directement dedans, c'était visiblement un test au départ, d'après ce que je comprends. Non, je pense pas. C'était pas un test. C'était plutôt ce que je disais sur la Voyage SNCF. C'est, comme pas mal d'autres boîtes l'ont fait, c'est plutôt trouver un véhicule qui permet de se libérer des contraintes de l'innovation à l'intérieur d'une entreprise qui a déjà forcément trop de règles et pas forcément les moyens d'attirer les talents et de se donner le terrain de jeu suffisant pour pouvoir attaquer des nouvelles technos. Donc là, c'était pas tant lié au risque, on parlait plutôt de la capacité à libérer de l'espace pour faire et des contraintes. D'accord. Sachant qu'on a bien précisé que le risque, bien sûr, il faut le mesurer. Indépendamment de ça, on a dit que la qualité n'était pas négociable. Donc, vous prenez un risque sur un nouveau produit, mais pas qu'il soit de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le retour utilisateur, c'est pas que vos produits ne marchent pas. Ça va être votre produit, c'est pas celui qu'on voulait. Éventuellement, le risque n'est pas forcément le même. On ne veut pas mettre sur le marché des produits qui ne fonctionnent pas. Je pense que la nuance est importante. Le produit peut être en échec, mais le risque pour la marque, c'est juste de dire, ce produit-là, parmi les nombreuses innovations qu'on a lancées, ce produit-là n'a pas trouvé, je dirais, ses clients. Oui. La difficulté après de passer d'un cycle d'innovation à revenir à un cycle plus industriel. Alors en fait, faisons abstraction des entreprises qui ont vraiment excubé leur structure pour vraiment innover en rupture, mais quand l'innovation elle est à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est dans les organisations qu'on mentionnait, donc ces équipes pluridisciplinaires focalisées sur un segment, il y a quelque chose qui va avec, c'est qu'elles sont responsables en fait, alors, si je reprends les grands motos tels que Amazon défend, you build it, you run it ou you fix it. C'est-à-dire que l'idée, c'est vous faites votre produit, mais vous avez aussi la charge de la maintenance de ce produit. Donc l'idée, c'est de créer des équipes durables dans le temps. Si le concept s'est validé, si le concept innovant a fait sa preuve et est lancé, l'équipe reste, dans la mesure du possible, la plus stable dans le temps et en charge de continuer à faire évoluer son produit. Alors après, si elle a injecté une rupture dans la technologie, il y aura un sujet dans l'entreprise qui est de voir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on accepte ou pas de garder cette technologie ou de revenir dans les standards dits de l'entreprise sur lesquels on peut avoir de la rationalisation de coûts? C'est une question à se poser. Mais dans un premier temps, l'équipe aura été responsable et continuera dans la durée à gérer le produit. Il n'y a pas un peuple d'élus qui fait de l'innov et les autres qui font des trucs pas bien. L'idée, c'est de créer de la responsabilisation autour du segment de produit qui est créé, quoi. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci Joseph, merci Hervé.